Je vais vous parler de décroissance d'une façon un peu nouvelle, en tout cas dans l'association dont je m'occupe avec d'autres ici, avec des images. Donc, je fais même des concessions à l'écran et même, on va même passer. Je peux déjà m'amuser, hein. Voilà. Donc, il y aura des images. Alors, ça s'appelle des slides. Hein. Alors, je sais que certains savent parfaitement, mais pour moi, tout ça est complètement nouveau. J'en ai fait 37. C'est un nombre premier, donc ça me plaisait bien. C'est à peu près la seule justification que j'ai trouvée sur ce nombre. Pour des raisons X ou Y, en fait, je reviens, donc, parce que moi j'habite dans le Vercors, enfin au pied du Vercors, et je reviens dans un mois pour développer. Là aujourd'hui, je vais quand même surfer en quelque sorte sur les 4 images, et je reviendrai pour 3 séances où on approfondira. Enfin, voilà les 4 images. Il y aura une première fois avec les 2 premières images, puis vous verrez pourquoi. Je ne veux pas trop en dire non plus. Hein, c'est un teasing, hein, donc voilà. Dans le même style, nous, à la Maison commune de la décroissance, nous organisons, alors depuis maintenant 15 ans, 16 ans, ça doit être peut-être la 17e édition, ce qu'on appelle nos festives de la décroissance, qui étaient souvent en août. Là, on est remonté en juillet. C'est du samedi 11, je regarde Arthur, le samedi 11 juillet au jeudi, vendredi suivant. C'est autour du 14 juillet. Et alors, on modifie nos façons de faire. Et là, donc, on s'est découpé en 2 temps. On a un premier temps qui va être une discussion, une rencontre avec André Gors. C'est pour ça que nous sommes intéressés de rencontrer des Gorsiens demain. Donc, ce qui nous intéresserait, donc, c'est de voir une rencontre entre la conception de la décroissance que nous défendons nous à la Maison commune et André Gors. Ça nous semble intéressant sur l'éloge du suffisant, enfin sur la notion d'autolimitation. Enfin, il est facile de trouver pour nous des parentés, des cousinades, des fraternités même, encore plus, mieux que les cousinades ou des cousinages, avec Gors. Ça, c'est sur 2 jours. On consacre vraiment à travailler que là-dessus. Et puis après, on a quelque chose de plus thématique qu'on appelle le focus, qui sera cette année consacré à les freins à la décroissance. Voilà. Et ça se situe donc autour du 14 juillet. Dans les mêmes teasing, etc., nous organisons tous les 2 ans, et là, ça sera la seconde édition cette année. Nous avons déjà fait une première édition, donc ce qu'on appelle la caravane contre croissance. Donc c'est un clin d'œil pour les plus anciens d'entre vous, peut-être qui ont déjà participé à des contre-Grenelles, du temps où Paul Ariès parlait à Vincent Chenet et réciproquement. Et donc il faisait des contre-Grenelles. Et donc on aime bien cette idée de faire des caravanes contre-croissance. Et c'est alors on fait en 3 lieux différents. C'est pour nous espacé d'à peu près une semaine, 15 jours. Donc cette année, ça sera à Toulouse, Tours et Paris. Voilà, dans les teasings. Et c'est en fin d'année, oui, ça sera. Il y a une articulation à faire avec Alter Capitae qui fait quelque chose, l'agora de la décroissance ici à l'Académie. Voilà. Est-ce que pour la voix, ça va? Parce que normalement j'ai la voix qui porte, mais la voix c'est un muscle et ça fait maintenant, je regarde un de mes anciens élèves qui vient de m'annoncer qu'il est devenu prof de philo, comme quoi vous savez on peut, comment dire, pervertir la jeunesse, hein, ou comme on dit corrompre, hein, comme on dit depuis très très longtemps pour Socrate, corrompre la jeunesse. Et j'ai plus vraiment l'habitude de parler comme cela. Avant j'y arrivais sans problème, là maintenant je suis un peu plus fatigué. Mais bon, normalement ça va le faire, comme on dit. C'est bon? Vous m'entendez? Donc on y va. Alors donc j'ai préparé 37 slides et j'ai eu la très bonne idée de faire mes commentaires. Parce que vous savez, donc j'ai déjà assisté à des PowerPoint, parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit, et c'est absolument pénible, hein, parce que la personne en général se contente de répéter l'image et ce qui est écrit
Donc c'est très très pénible. Hein. Donc là, je me suis dit, ben non, je vais faire quelque chose de différent. Donc j'ai des images et puis j'ai préparé. Mais j'écris tellement petit que je crois que je ne vais jamais arriver à relire ce que j'ai préparé. Donc voilà. Alors je vais peut-être avec d'autres lunettes. Non. Non. J'ai une troisième paire de lunettes normalement, mais je ne sais plus où elle est. Alors oui. Si. Ah si. Ah bah. Et vous pourrez le commander sur Internet. Non, mais si quelqu'un le veut, il contacte. Non, c'est pas mieux. Bon, je vais essayer avec ça. Je suis pas sûr que je vois grand-chose. Bon, j'espère m'en souvenir. Voilà. Donc, l'idée, il y avait un titre qui était Penser la décroissance en 4 images politiques. Donc, j'ai changé de titre pour aujourd'hui. Donc, le titre que je voudrais... Alors, vous allez voir, j'ai dit 36 slides, mais ça va très très vite. Hein. Voilà. J'en ai déjà 3 là. Hein. Donc, il faut quand même pas exagérer, ça va pas non plus. Hein. Voilà. Donc, la question que je voudrais... la question générale qui va être traitée par ces 4 images, c'est de quoi la décroissance est-elle le nom commun? Voilà. J'aime beaucoup cette idée de nom commun. Je ne sais pas si vous connaissez... Alors, je connais certaines têtes. Je ne connais pas tout le monde dans la salle. Je sais que certains connaissent la décroissance, très bien déjà. Peut-être vous êtes-vous déjà aperçu que dans beaucoup d'écrits, certains écrivent le mot décroissance avec une majuscule. On voit le mot décroissance écrit avec une majuscule. Bon. Je ne sais pas si vous avez déjà lu d'autres livres, mais socialisme, c'est jamais avec une majuscule, capitalisme, c'est jamais avec une majuscule. Je ne vois pas pourquoi décroissance devrait avoir une majuscule. D'autant plus que majuscule, c'est pour les noms propres, enfin, me semble-t-il. Or, oui, il m'ennuie un peu quand même de penser que le mot décroissance est un nom propre, c'est-à-dire qui serait la propriété, fût-ce une propriété collective, ça me gênerait. Je pense que je préfère que ça soit un nom commun. Un nom commun. Donc je l'écris exprès en minuscule, et c'est donc un nom sans majuscule. Fondamentalement, un nom commun, c'est un nom qui est pour tout le monde. C'est la conception, et c'est sur quoi nous travaillons à la Maison commune de la décroissance, la MCD, donc association qu'on a fondée avec certains il y a 2017, donc ça fait déjà 9 ans, hein, quand même, qu'on a fondé cela. Donc on fait un travail assez souterrain, assez sanglier. On laboure le terrain lentement et on essaie. Voilà. Donc je vais parler de ça. Alors là, je vois bien que j'avais prévu des tas de trucs, hein, mais bon. Très souvent, le fait de dire que la décroissance est un nom commun, bon, après avoir dit que c'était pas un nom propre et qu'il n'y a pas de majuscule, c'est surtout, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la tradition de la réflexion sur la décroissance, très souvent, on se croit obligé de l'adjectiver. On va l'adjectiver. Donc, on va parler de décroissance. Alors, le plus ancien, c'est la décroissance soutenable, la décroissance conviviale, la décroissance sereine, la décroissance désirable, et le dernier sorti, je regarde Arthur puisqu'il appartient à cette association, la décroissance prospère. Bon, alors, je suis toujours un peu embêté qu'on adjective. J'ai même été regarder, est-ce que je l'ai noté là? Oui. J'étais regardé, donc, vous savez, il existe quelque chose qui s'appelle, un site qui s'appelle CNRTL. Je ne sais pas si vous avez déjà formidable domaine pour aller chercher. Vous avez tous les homonymes, les antonymes, les synonymes, tout ce qu'il faut, c'est formidable. J'ai été regarder les antonymes. Par exemple, l'antonyme de
désirable, c'est repoussante. Est-ce que vous avez déjà entendu un seul partisan de la décroissance dire « je suis pour la décroissance repoussante » ? Jamais. Des adversaires trouvent que la décroissance est repoussante. Mais pourquoi nous, en tant que partisans de la décroissance, nous devrions prendre la peine de préciser qu'elle est désirable, alors que, je dirais, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme. J'étais chercher tout ça, convivial. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un défendre la décroissance antipathique? Ben non. Alors, il y en a qui trouvent la décroissance antipathique, hein, je peux le faire. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu des gens défendre la décroissance misérable? Non. Est-ce que vous avez... Aucun. Maintenant, certains disent la décroissance, c'est la misère. Il existe un article de je ne sais plus qui, misère de la décroissance. On y a répondu, hein, décroissance de la misère, pour un petit clin d'œil à une discussion du 19e siècle. Voilà. Donc, l'idée du nom commun, c'est d'avoir effectivement, de se dire que le mot décroissance suffit. Que le mot décroissance suffit. Et je divulgage un petit peu ce que je vais dire tout à l'heure. On va s'apercevoir quand même que quand on, au fond, se contente que la décroissance soit un nom commun, eh bien, on cesse de se focaliser sur le préfixe. Moi, j'ai déjà fait un certain nombre de conférences sur la décroissance. Ce n'est que depuis 1 an que j'arrive à faire des conférences sans qu'à un moment, quelqu'un ne lève pas le doigt pour me dire « Non, moi je trouve vos idées bien, mais quand même le mot, qu'est-ce qu'il est mal choisi? Mais pourquoi prendre le mot décroissance ?» Depuis à peu près 1 an, j'arrive à faire des conférences où j'évite ce style, ce type plutôt de déception à la fin. Vous faites 2 heures sur la décroissance, et vous avez à la fin quelqu'un qui va vous voir très très gentiment, qui vous dit « Non, c'était vraiment très intéressant, hein, mais le mot décroissance, c'est pas bien. » J'ai eu pire, hein, quelqu'un qui vient dire « C'était vraiment très très intéressant, mais quand même, il n'y a pas des croissances qui seraient bien. » 2 heures que vous dites la décroissance, c'est contre la croissance, et à la fin, il y a quelqu'un qui vous dit « Oui, mais quand même, la croissance, alors en général, c'est la croissance de l'amour, du bonheur, etc. » C'est-à-dire que, je vais le dire comme cela, le régime politique de croissance est à ce point envahissant que même le bonheur et l'amour doivent croître. On a tous déjà entendu ces phrases idiotes « Je t'aime plus qu'hier et moins que demain ». C'est-à-dire que même l'amour doit croître, pour voir à quel point la croissance exerce une emprise mentale. Hein, l'écologie, à quel point notre temps de cerveau disponible est mis à disposition de l'idéologie de la croissance. Donc voilà, grosso modo, l'idée générale qui va s'apercevoir que si du coup on ne s'intéresse pas au préfixe, c'est qu'on va véritablement s'intéresser à la fin, la 4e image, sur l'image de la croissance. Parce que la plupart du temps, au fond, je me suis aperçu que la plupart des gens ne font pas attention à ce qu'est la croissance. Ils ont une conception extrêmement réductrice de ce qu'est la croissance, et ils ne voient pas à quel point l'emprise de la croissance est tout autre chose qu'une simple emprise économique. Voilà grosso modo ce que je veux dire. Bon, allez. Donc, rapidement, pour une première partie, ce que j'ai mis en bas, ce que j'appelle le diagnostic. Je vais dire tout de suite quel est ce diagnostic, et je vais y arriver. Ce diagnostic, c'est que si on définit la décroissance comme un faisceau de trajectoire pour sortir d'un monde et entrer dans un autre monde, le monde dont on veut sortir, c'est le monde de la croissance. Le monde dans lequel on veut aller, on va l'appeler, tout le monde l'appelle, moi maintenant, on va l'appeler le monde de la post-croissance. Si on veut passer du monde tel qu'il est, le monde de la croissance, à la post-croissance, on ne va pas y aller d'un claquement de doigts. On ne va pas y aller en disant un matin, alors, disons-le tout simplement, on n'ira de l'un à l'autre ni par un grand soir, ni par un petit matin. Je renvoie là à des années, de militantisme dans des groupes qui croyaient que c'était soit le grand soir, soit c'était les petits matins. Il y a même une maison d'édition qui s'appelle Les Petits Matins.
Mais en réalité, le changement ne viendra ni de l'un ni de l'autre. Dans ces cas-là, on s'aperçoit que la décroissance, ce n'est ni la croissance que l'on rejette, ni la post-croissance que l'on projette, je joue un peu sur les mots, mais entre le rejet et le projet, la décroissance est un trajet. Et ce trajet, il est multiple, il est divers, il est pluri, je sais pas quoi, il est pluri tout ce qu'on veut. Et ce trajet, en réalité, il faut comprendre qu'il est un faisceau de trajectoire. Je dis tout de suite le diagnostic. Ces trajectoires existent, je vais vous le montrer très rapidement, mais les trajectoires de décroissance existent. On a autant que l'on veut, on peut en donner, je vais même vous dire combien, 530. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les compter, toutes les propositions de trajectoire. Donc je vais citer tout à l'heure, 530 propositions. Donc il y a de quoi faire, on a de quoi balayer le champ. Il n'empêche que toutes ces trajectoires sont affreusement éparpillées, disséminées, hétérogènes, hétéroclites, et surtout, elles sont affreusement apolitiques. Et ça sera mon diagnostic. La décroissance, si je la définis comme un faisceau de trajectoires, je m'aperçois que ces trajectoires existent, mais qu'elles ne font pas faisceau, elles ne sont qu'un agrégat. Je fais exprès de prendre le terme d'agrégat, parce que quand on est décroissant et quand on veut critiquer ce qu'est le PIB, on dit « Ah, le PIB, c'est pas bien, c'est un agrégat ». Donc, normalement, le mot agrégat, il est immédiatement connoté négativement pour nous, les décroissants. Eh bien, oui, aujourd'hui, la décroissance est la plupart du temps un agrégat de trajectoires apolitiques. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe politique. Donc, pour cela, rapidement, comment je viens à ce diagnostic? Eh bien, bon, j'avais prévu d'autres choses, mais c'est bon. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Donc là, ou est-ce qu'au contraire, on se dit que... Normalement, je me dis que les gens qui viennent écouter sur la décroissance, ils choisissent plutôt le coup de la rupture, le côté de la rupture. Et non pas, comment dire, l'idée qu'on est aujourd'hui dans le monde de la croissance. Est-ce qu'on va continuer dans ce monde-là? Je dis, est-ce qu'on va? Je ne pose pas la question, est-ce qu'on peut? Je ne pose pas la question, est-ce qu'on doit? Je fais des distinctions entre est-ce qu'on va, scénario, est-ce qu'on peut, possibilité ou l'inverse, nécessité, est-ce qu'on doit, et là on est plus dans le normatif, bon. On sait que les partisans de la croissance ont des arguments, qui existent depuis un certain temps, depuis donc le développement durable depuis plus de 20 ans. La croissance verte, c'est un peu plus récent, mais on n'en entend quasiment plus parler, de la croissance verte. Et en réalité, ce ne sont que des modalités de faire des affaires comme d'habitude. Autant dire qu'il n'y a pas de surprise à dire que cette croissance, c'est exactement ce que nous rejetons. Et je me pose la question à ce moment-là, mais c'est qui nous? Comment nommer les gens qui rejettent la croissance? Il y a un nom qui existe, qui est très précis, qui existe depuis les années 70, qui s'appelle les objecteurs de croissance. Être objecteur de croissance, c'est simplement s'opposer à la croissance. Ce que je vais essayer de dire maintenant, c'est que ce n'est pas exactement la même chose qu'être décroissant. Ce n'est pas exactement la même chose. Je peux vous citer des noms, par exemple. Moi, je connais des tas de gens, mais vous aussi, des gens comme Patrick Vivray, Dominique Méda, sont des gens qui tiennent des propos qui sont des critiques de la croissance. De là à ce qu'ils deviennent décroissants, c'est-à-dire qu'ils envisagent la réduction de la production et de la consommation, c'est-à-dire la réduction des modes de vie, du pouvoir d'achat, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, ok, en tant qu'objecteur de croissance, nous sommes dans le rejet, nous rejetons la croissance. Oui, bon. Si vous décidez de choisir plutôt, je dirais, une stratégie, non pas de continuité, mais une stratégie de rupture, alors, osons le dire, c'est le mot aujourd'hui qui est apparu il y a une dizaine d'années. Au départ, il faut bien ne pas se cacher que nous qui étions déjà explicitement des décroissants, nous avons vu dans l'apparition de ce terme une sorte de ruse pour ne pas parler de décroissance. Il faut bien voir que les premières fois où ce mot de post-croissance, est apparu, c'était pour éviter de parler de décroissance parce que les gens étaient encore
en tout cas, ces objecteurs de croissance trouvaient que dans le D de décroissance, il y avait quelque chose de négatif. Et qu'il ne faut pas être négatif. C'est pas bien d'être négatif. Il ne faut pas être anti. On avait beau leur dire que moi je suis antiraciste, hein, je suis anticapitaliste. J'avais beau quand des gens me disaient mais c'est pas bien d'être anti. Ben, il faut défendre, disait-il, la décroissance sélective. Ah bon, parce que vous êtes pour le racisme sélectif? Vous êtes pour le capitalisme sélectif? Non, mais ça m'a toujours profondément irrité, ces gens qui trouvaient que le préfixe D était, comment dire, pas bien. Bon, et donc, ce mot de passe-croissance est apparu comme cela au départ, comme une ruse d'évitement, pour éviter de dire le mot décroissance. Il n'empêche que, dans les discussions, aujourd'hui, incontestablement, le mot de post-croissance n'est plus confondu avec la décroissance, et il désigne bien ce vers quoi nous voulons aller. Le projet. Ce vers quoi nous voulons aller. Dans le livre de Timothée Paric, Ralentir ou périr, vous avez explicitement la construction et la distinction entre rejet, trajet, projet. Explicitement, et les chapitres 6 et 7 sont explicitement construits sur la distinction entre la décroissance comme trajet et la post-croissance comme projet. Donc, à partir du moment où Timothée Paric valide cela, moi je suis prêt à le suivre et à répéter ce qu'il dit. Ça fait rigoler Thierry là-bas. Alors, voilà. Donc la post-croissance. Le seul problème, c'est comment on y va. Comment on change de monde? Comment on y va? Albert Camus disait, on y va d'un saut? Non, je ne suis pas pour les métaphysiques du saut, je ne suis pas pour les politiques du saut. On ne va pas y aller d'un saut. Alors, il y a là j'appuie sur le bouton. Quand on réfléchit, il y a deux façons. Soit une transition, une continuité, enfin, c'est pas une continuité, c'est une continuité rupture. Bon, je vais pas vous faire un cours de philosophie sur le temps, mais dès qu'on pense le temps, on pense toujours en termes de rupture et de continuité. Depuis saint Augustin, depuis Aristote, le temps est toujours pensé en dialectique de la rupture et de la continuité. Toujours, sans exception. On ne peut jamais penser à un temps qui serait que rupture, on ne peut jamais penser à un temps qui serait que continuité. Donc, le mot transition. Je dis ça parce que je sais que Jean-Baptiste Fressoz a fait une vidéo assez méchante pour dire transition Pierre Jacon. Pour dire, en fait, mais en réalité, ce dont il parle, et dans son livre, c'est juste la transition énergétique. En réalité, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Il y a toujours accumulation. Ça n'empêche pas que ne jetons pas le bébé de la transition avec l'eau du bain sale de la transition énergétique. Nous, en tant que décroissants, nous ne défendons pas l'effondrement. Nous voyons dans l'effondrement un scénario, nous ne pouvons pas y voir une stratégie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Pablo Servigne, mais vous n'y trouvez pas de stratégie. Vous y trouvez, je dirais, des techniques, vous y trouvez des constats, vous y trouvez des techniques d'adaptation, collapsosophiques, puisque c'est comme ça qu'il dit, mais vous n'y trouvez pas de stratégie. Vous y avez juste un scénario. Moi, et là je regarde mon ancien élève qui m'a dit qu'il s'intéressait à Marx, je ne suis plus assez marxiste pour croire que nous puissions faire de la politique en faisant les prophètes. Je ne crois pas. Et ce que je reproche fondamentalement à la collapsologie, c'est de ne pas être une stratégie et d'être un scénario. Et au fond, qui aujourd'hui peut dire si ce scénario est valide ou pas? D'où d'ailleurs l'ambiguïté de beaucoup de collapsologues pour dire, en fait, quand on leur fait cette objection, ils vous disent que l'effondrement a déjà commencé. Bon, ce qui est toujours un peu paradoxal quand on leur fait juste remarquer qu'au moment où ils sont en train de le dire, on est quand même tous les 5 ou 6 assis confortablement dans une maison bourgeoise en train de boire un coup, et pas du tout dans un monde qui s'effondre. S'ils veulent avoir une idée de ce que c'est qu'un monde qui s'effondre, ils ont qu'à aller à Téhéran aujourd'hui ou à Beyrouth, hein, ou à Gaza. Mais enfin, c'est un peu de la rigolade. Enfin, moi, ça m'énerve, quoi. Mais si je veux conceptualiser, je dis, essayons de ne pas faire les prophètes. Et moi, je suis moi-même en train de préparer un livre aujourd'hui dans lequel l'un des chapitres dira « La décroissance est une stratégie sans scénario ». Nous ne pouvons pas croire que nous allons provoquer le changement. Nous ne pouvons encore moins croire que nous allons le prédire. Mais on peut peut-être le préparer. C'est déjà un peu plus modeste. C'est ce que je vais essayer de dire en tournant autour du pot. Donc, c'est pourquoi je défends effectivement l'idée que le choix de la transition, non pas d'effondrement,
Et donc, j'intercale entre le rejet et le projet la décroissance, que je définis explicitement comme trajet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme faisceau de trajectoire. Un faisceau de trajectoire. Alors, quand je parle de trajectoire, de quoi je parle? Aujourd'hui, ces trajectoires. Alors, tiens, je vais faire celui qui lit le PowerPoint, quand même, une fois. Ces trajectoires existent, mais ne forment pas un faisceau. Elles forment au mieux, alors, un agrégat impolitique. Le mot impolitique, je pensais l'avoir inventé, mais en fait, je l'ai découvert chez le copain sociologue italien Onofrio Romano. Il a écrit tout un article sur l'impolitique. Donc, pour impolitique, c'est un mot valise dans lequel il y a impasse et politique. Hein, impolitique. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ces trajectoires existent, elles ne forment pas un faisceau, au mieux un agrégat impolitique. Alors, pourquoi je dis impolitique? Premier argument que je trouve dans ce livre que vous connaissez peut-être, si vous ne l'avez pas lu, allez le lire, le livre de l'atelier paysan, reprendre la terre aux machines, et en particulier le formidable chapitre 4, qui dresse un diagnostic d'une sévérité extrême sur la mythologie des alternatives concrètes. En gros, cette idée qu'aujourd'hui, on serait déjà tellement dans les expérimentations minoritaires et tellement dans les alternatives concrètes que le changement serait déjà en marche. Donc là, je vais arriver à lire là. Je vous lis quelques passages du bouquin de l'atelier paysan. Le mouvement, alors là, il parle de. Bon, vous savez ce que l'atelier paysan, c'est une association qui travaille sur la traction animale et sur, on va dire, les low-tech de fabrique d'engins pour traction animale. Hein, voilà. Mais ils ont fait ce manifeste. Non, il n'y a pas que la traction animale. Il y a l'idée de. Voilà. Mais c'est parti de ça au départ. Hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils se sont très largement, élargis. Et ils débordent politiquement très très largement leur spécialité technique. C'est ça qui est très très intéressant. Ils n'ont pas pu en rester à une critique technique. Ils ont élargi. Voilà. Et c'était il y a 2 ans, leur anniversaire des 10 ans, si je ne me trompe pas. Bon, c'était à 3 km de chez moi, donc j'y suis quand même allé. Là, j'ai accepté de faire le déplacement. Et c'était essentiellement de la conférence politique. De la conférence politique. Voilà ce qu'ils écrivent. Le mouvement de l'agriculture paysanne, l'atelier paysan inclus, n'est pas la transition en marche, car la transition n'a pas commencé. Nous avons des techniques, nous avons des marchés, nous avons des terres, c'est vrai, nous avons des convictions et des désirs aussi, mais pas de stratégie qui les met en cohérence. Nous n'avons pas d'espace politique pour construire cette transition. Le tableau est sévère. Il y a là un ensemble de travers assez répandus dans notre propre parcours, dont nous ne sommes pas exempts, et qu'il semble indispensable de nommer pour que les choses changent. Pour décrire cela, un seul mot, dépolitisation. Derrière l'éthique colibriste des petits pas, nous voyons une réticence à se situer dans un rapport de force pour agir sur les conditions systémiques. Position qui n'est pas réaliste. La simple somme des actions de chacun ne permet pas de changer les conditions globales. Donc, je ne sais pas, certains d'entre vous, vous appartenez peut-être à des AMAP, vous êtes dans l'habitat collectif, etc., etc. Mais si vous croyez que c'est comme ça que nous allons changer le monde, nous ne le changerons pas. Nous changerons peut-être un peu nos vies, ça, incontestablement, mais ça ne suffira pas pour changer le monde. Je tiens à dire que moi-même, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai quitté complètement le monde des alternatives. Je ne fais plus aucune minute de ma semaine dans les alternatives. Je me contente uniquement aujourd'hui de regarder la télévision ou d'écrire des conneries sur la décroissance pour faire un télo. Je ne fais plus que ça. Mais auparavant, j'ai eu une vie alors que je vais appeler à la con. J'ai connu les 3 réunions du lundi, les 4 réunions du mardi, les 2 du mercredi et le samedi et un peu le dimanche sur les AMAP, les cafés associatifs. J'ai coordonné pendant des années le mouvement français, des monnaies locales. J'ai animé une radio. J'ai donné, hein. Je ne sais pas par quel miracle j'en suis pas sorti découragé. La fable d'un changement positif en marche
d'une transition inéluctablement en route est tenace et nous étouffe de son apolitisme assourdissant. Deuxième élément du diagnostic, l'agrégat. Donc là, je vais renvoyer notre ami Timothée, donc qui a sorti ce livre qui s'appelle Ralentir ou périr, qui est une résumé, synthèse de sa thèse. Hein. Bon, j'ai pris ça parce que bon, ça fait une photo, quoi. Mais c'est pas de ce livre dont je veux parler, c'est d'un article qu'il a publié alors, en 2022 dans le journal du Clean Air Production, volume 365, dans lequel il publie un article avec Fitzpatrick et Cosme, deux co-auteurs, un co-auteur et une co-autrice. Et cet article, alors bon, je donne le titre en français, une cartographie systémique des propositions de la décroissance. Ils ont compté 500, alors ils ont relevé dans la littérature mondiale, depuis 2012, 530 propositions, 50 buts, 300 objectifs, 380 instruments. Ce qui en fait, c'est ceux qui disent, l'agenda de la décroissance le plus exhaustif jamais présenté. Et puis, si vous avez la curiosité d'aller regarder l'article, vous regarderez les annexes, c'est incroyable. Il y a des dizaines de pages d'annexes avec toutes les expérimentations décrites, rangées, classées, classifiées. C'est incroyable. Bon, Timothée est névrosé, hein, donc ça lui fait du bien de ranger. Je fais un peu de teasing. Sur son prochain livre, il crève les plafonds de ce que peut être la maladie mentale de la névrose du rangement, je peux vous le dire. Vous verrez, si vous s'intéresse. Ce que fait l'agenda politique de la décroissance le plus exhaustif jamais présenté. Pour rendre cette boîte à outils plus accessible, nous l'avons divisée en 13 thèmes politiques. Alimentation, culture, éducation, énergie, gouvernance, indicateurs, inégalité, finance, production, consommation, sciences et technologies, tourisme, commerce, urbanisme, travail. Et on a fait systématiquement la différence, disent-ils, entre les buts, les objectifs et les instruments. Et ensuite, nous avons tout jugé avec des critères qui sont la précision, la fréquence, la qualité, la diversité de cet agenda, en réfléchissant à la maintenance de boîte à outils. Au bout du compte, ils arrivent à s'apercevoir que... Donc, il faut regarder, mais c'est absolument incroyable ce qu'il y a aujourd'hui comme expérimentation décroissante qui se revendique explicitement de la décroissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont comptabilisé que ceux qui explicitement se mettent le logo décroissance. C'est quand même, c'est énorme. Ce qui aboutit aux 10 objectifs les plus fréquemment mentionnés: réduire le temps de travail, redistribuer les revenus et les richesses, le travail, la terre, les connaissances, les soins, les infrastructures. Troisièmement, garantir la satisfaction universelle et démarchandiser des besoins humains fondamentaux. 4. Décentraliser la prise de décision. 5. Promouvoir le logement partagé. 6. Soutenir les systèmes d'échange non spéculatifs tels que les monnaies locales et les réseaux de crédit. 7. Donner la priorité aux petites communautés hautement autosuffisantes. 8. Créer une culture de la suffisance et de l'autolimitation. 9. Relocaliser les activités. 10. Défendre et se réapproprier les biens communs. Donc, quand on cherche des trajectoires, quand on définit la décroissance comme trajectoire, on a effectivement pléthore d'initiatives, pléthore de ce qu'on appelait au XIXe siècle les expérimentations minoritaires, ce qu'on appelle plutôt, depuis la fin du XXe siècle, début XXIe, les alternatives concrètes. Il y a pléthore. Et pourquoi on ne change pas le monde? Pourquoi ça ne marche pas? Voici ce que, dans un article académique, il y a toujours une présentation à la fin, il y a quelque chose qui s'appelle discussion, donc qui est un point de vue un peu critique. Il y a bien profusion de propositions. Il faut juger qu'elles sont imprécises, allusives, mal conçues, peu pertinentes. Alors, assez surprenant, ce qu'ils appellent pertinent, c'est les propositions les plus impactantes sont repoussées à la périphérie de l'agenda au profit de propositions populaires mais accessoires. Autrement dit, la décroissance elle-même, malgré le fait qu'elle soit enfermée, même pas dans un microcosme, mais dans un nanocosme, un picocosme, arrive quand même à céder à la démagogie de faire des propositions les plus attractives. Négligentes des questions de leur faisabilité, diverses plus par agglutination que par vue d'ensemble, et surtout le problème actuel de décroissance est plus proche d'une liste disparate d'ingrédients que d'une recette bien organisée. Voilà quel est aujourd'hui l'état de ce qu'est
la décroissance comme faisceau de trajectoire. Dans le monde entier. Les 530, c'est l'ensemble des publications, alors essentiellement anglo-saxonnes, il faut bien le dire, hein, c'est surtout dans le monde anglo-saxon qu'on a des productions, et même quand c'est dans un autre monde, c'est fait en anglais de toute façon. Alors. Voilà. Donc, comment passer de l'état d'agrégat à l'état de faisceau? Voilà comment dire le défi de ce soir et les tentatives. Alors, c'est du survol. J'ai passé beaucoup de temps sur le diagnostic. C'est du survol. L'idée, c'est qu'on se redonnera 3 séances. Nous, l'AMCD, nous vous reproposerons 3 séances pour approfondir cela. L'idée, c'est que moi, j'arrive, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Donc voilà, donc il faudrait que je parle pas plus d'une autre demi-heure, parce que l'idée, c'est que vous nous remontiez, dire, cette image, c'est pas bien, elle est pas bien, enfin, c'est autre chose que bien, pas bien. Voilà. Donc, première demi-heure, c'était le constat. Et l'idée, c'est d'essayer effectivement de penser un faisceau politique, repolitisé, et de comprendre, c'est plus compliqué que ça, on y va. Alors, ces 4 images. Nous, à la MCD, nous avons la chance, je ne vais pas le dire trop vite, d'avoir un financement. Je regarde parce que comme on ne les paye pas très cher, je ne voudrais pas qu'ils nous demandent plus. Mais nous avons la chance d'avoir un financement assez copieux d'une fondation suisse qui nous finance assez généreusement pour avoir 2 postes de salariés à 12 heures, hein, pas plus quand même, mais quand même, on a 2 postes de salariés à 12 heures. Et fondamentalement, à chaque fois que nous discutons avec donc la FPH, donc c'est la Fondation Charles-Léopold Meyer, certains d'entre vous sont peut-être déjà allés à Villarceau, hein, non. À chaque fois, ce qui fait qu'ils nous supportent et qu'ils nous financent, c'est qu'ils sont d'accord avec notre diagnostic, c'est que la décroissance, on va le dire dans le vocabulaire que j'ai employé, est le bon nom commun pour changer, pour penser la rupture. Mais aujourd'hui, la situation, c'est que la décroissance, la mouvance décroissante, la constellation décroissante est disséminée et éparpillée, elle est hétéroclite, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'où l'idée de formuler 4 questions pour comment dire, orienter une recherche pour passer de l'état d'agrégat à l'état de faisceau. Comment penser la convergence de propositions opposées sans avoir à rejeter l'une au profit de l'autre? Il n'est pas très dur, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, de trouver des propositions décroissantes qui sont diamétralement opposées les unes aux autres. Comment on fait? On dit les uns ont raison, les autres ont tort? Comment penser la convergence de propositions opposées? Comment penser la coordination d'initiatives pour éviter cet éparpillement? Le fait qu'on ne peut pas se cacher que beaucoup de ces alternatives concrètes et de ces expérimentations minoritaires se font dans l'entre-soi. C'est-à-dire dans la mythologie marxiste de faire la révolution sur 15 km². Ou, pour reprendre un texte d'un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tikkun, nous sommes des communautés terribles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des textes de Tikkun. C'est bon. C'est le comité invisible quand il ne signe pas de son nom. Les textes s'appellent Tikkun. Vous trouvez ça partout sur Internet. Non, pas partout sur Internet, mais on le trouve. La notion de communauté terrible. Nous sommes la plupart du temps, nous les décroissants, des communautés terribles. Comment penser la coordination de ces gens qui cultivent quand même beaucoup l'entre-soi par rapport à l'apolitisme ou la dépolitisation ou l'impolitisme? Comment évaluer le degré de politisation de toutes ces initiatives et propositions? Est-ce qu'une NAMAP, c'est très politique? Est-ce que vous, quand quelqu'un adhère à une NAMAP, vous lui demandez pour qui il vote? Moi, dans mon NAMAP, il y avait des gens qui votaient Front National. La politique, on pourrait quand même se dire qu'il y a un certain nombre de valeurs et qu'on pourrait imaginer. Maintenant, quand on discute avec eux, ils vont me défendre le localisme, ils vont me défendre... Pardon? Il n'empêche que dans la politique, il y a une dimension partisane, qui n'est pas la nôtre, hein,
Mais il ne faut pas se cacher que quand je découvre que l'autre jour, quelqu'un avec qui je rigole me dit qu'il est foncièrement de droite, ça m'embête. Moi, je suis de gauche. Voilà. Alors bon, comme aujourd'hui LFI est extrême gauche, je ne sais même plus où je suis. Hein, donc, parce que si LFI est extrême gauche, je ne sais plus où je suis. Hein. Bon. 4. Quand la décroissance critique la croissance, que critique-t-elle? Seulement la croissance économique. Donc c'est là où maintenant je vais vous présenter, j'arrête, les 4 images. Donc, je vous propose 4 images par rapport aux 4 enjeux que je viens de repérer. La convergence, la coordination, la politisation, la critique. De visualiser donc chacune des 4. Comme j'ai voulu faire l'intello, pour chacun, j'ai mis quand même d'abord une citation. Est-ce que vous arrivez à les lire ou c'est écrit trop petit? C'est écrit trop petit. Donc, première, pour visualiser la convergence, j'utilise un texte que certains connaissent peut-être, d'un groupe qui s'appelle Institut de démobilisation. Donc, c'est des gens assez amusants. Ils sont encore plus à gauche que le Comité invisible, qui ont écrit un livre qui s'appelle Thèse sur le concept de grève. Ça vaut le coup, il faut lire. C'est vraiment de la littérature hyper à gauche. Mais quand même, il y a cette idée que les thèses sur le concept de grève, chaque thèse exprime sur l'axe du rayon qu'elle s'est choisi une même idée centrale. Chacune avance vers le centre, mais il se peut dès lors que 2 thèses y aillent en suivant un même diamètre et y aillent donc à l'envers l'une de l'autre. D'où l'image que je propose de ce que je vais appeler par la suite le noyau et les rayons. De pouvoir, pourquoi? Un noyau de possibilités. Donc, on va dire de potentia et pas de potestas. Hein? Donc, effectivement, nous ne voulons pas être impuissants. Donc, effectivement, il y a un noyau. Alors, ce noyau, est-ce qu'il est impossible? Ce noyau, on va l'appeler tout simplement un noyau commun. Normalement, ça devrait passer comme une lettre à la poste que pour les décroissants, il y a du commun. Nous mettons continuellement dans notre bouche l'idée qu'il faut du commun, et du commun par-ci, du commun par-là. On commence par nous. Qu'est-ce qu'on a en commun? Est-ce que nous ne sommes que des variations de quelque chose qui n'aurait pas de noyau commun? Moi, je veux bien qu'il y ait des églises ou des chapelles différentes de la décroissance. Mais est-ce qu'il ne serait, j'ai osé m'amuser par provocation, est-ce que ne devrions pas avoir quand même un catéchisme commun? C'est juste par provocation par rapport à la question sur le pouvoir. J'y avais pas pensé sur le catéchisme. Je vais le dire. Voilà, bien sûr. Mais est-ce qu'il est impossible d'imaginer quelque chose de commun? Quand je rencontre quelqu'un qui me défend, par exemple, dans le monde aujourd'hui, les décroissants les plus connus, je ne sais pas qui, dans notre petit monde à nous, c'est Yorgos Kallis, c'est Jason Nicol. Jason Nicol, lui, il défend la décroissance, il dit il faut qu'elle disparaisse dans l'écosocialisme parce qu'elle n'est pas assez étatique. Lui, il a une conception étatique de la décroissance. Je suis diamétralement opposé à cette position-là. Est-ce que je dis alors, Jason, l'un de nous deux n'est pas un décroissant? Est-ce que, j'ai une question qu'on connaît bien à gauche, combien de divisions? Vieux texte. Est-ce que nous allons commencer, nous qui sommes picoscopiques, pour nous diviser? Est-ce que nous allons d'abord mettre en avant ce qui nous divise ou ce qui nous rapproche? Donc moi je dis que l'image d'un noyau et de rayons, donc vous voyez, je suis embêté, donc j'ai mis des petits escargots. Donc c'est des dessins qui nous sont offerts par Ronan Guinin. Voilà, donc je dis son nom. Et donc, vous voyez, je montre que, je vais rentrer tout à l'heure dedans, mais l'image peut permettre de comprendre qu'il peut y avoir des propositions convergentes, il peut même y avoir des propositions convergentes et diamétralement opposées. Ce n'est pas du tout embêtant si nous avons un noyau commun. C'est pas du tout embêtant. Et je dirais même, si à un moment sur une position, nous apercevons que les uns ont une position, les autres ont une position contraire, qu'est-ce qu'on en déduit? Que cette question-là n'appartient pas au noyau commun de la décroissance. C'est-à-dire qu'on peut même l'utiliser comme méthode pour savoir ce qu'il y a dans le noyau.
Si je lis, par exemple, un groupe avec lequel, à la Maison commune de la décroissance, nous travaillons, qui est un groupe qui s'appelle Hypothèse. H-I-2-P-O, thèse. Donc, eux, ils travaillent que sur la traction animale, que traction cheval. Quand on va discuter maintenant avec le parti animaliste ou avec les hyper-véganes, eux, ils nous disent que nos copains d'hypothèse qui défendent la traction animale, ce sont des exploiteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que je ne discute plus qu'avec l'un des deux, ou je m'aperçois peut-être que cette question-là n'appartient pas au noyau de la décroissance. On peut le dire, je discute avec des copains anards, je discute avec des copains étatistes. Eh bien, peut-être que cette question-là n'appartient pas au noyau de la décroissance. Alors, normalement, ça se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on met dans le noyau? Pas maintenant que je le dis. Mais on peut se dire que l'image du noyau... Alors, cette image, elle m'est venue dans une discussion avec Patrick Vivray, quand je coordonnais le réseau français des monnaies locales et que lui inspirait le réseau Sol. Et puis à un moment, on discutait, un jour, là-bas, dans le Pays Basque, à Leuchko, et puis il me dit comme cela, mais moi je défendais par exemple, si vous connaissez un peu les monnaies locales, l'idée qu'il y ait une fonte, l'idée, etc., etc. Il disait non, il ne faut pas qu'il y ait la fonte. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la fonte ou pas la fonte? Et oui, bon, moi je défendais la fonte, lui il ne la défendait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et on se dispute, on ne sait pas. Et bien peut-être que tout ça n'appartient pas au noyau de ce qu'est une monnaie locale complémentaire. Mais là, il y a un travail intellectuel à faire, et pas simplement. Bon, première image. Deuxième image. Visualiser la coordination. Alors là, provocation, parce que Descartes est totalement détesté chez les, décroissants. Hein, le méchant Descartes aurait, installé totalement la distinction entre nature-culture, l'esprit, la matière, l'âme, etc. De toute évidence, ces gens-là ne se sont contentés que de leur mauvais cours de terminale. Ils ne sont même pas allés, je me permets de le dire, à la 6e méditation métaphysique, dans laquelle, moi, en tout cas, je trouve une inspiration profonde sur ce que c'est que sentir. Et il y a un véritable philosophe de la sensation dans la 6e méditation, paragraphe 29. Mais c'est un autre texte auquel je renvoie, les principes de la philosophie, dans lequel Descartes dit la philosophie est comme un arbre. Les racines, c'est la métaphysique, le tronc, c'est la physique, et les branches, c'est la médecine, la morale et la mécanique. Je crois que c'est ça. Hein, bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, il dit, comme ce n'est pas des racines, ni du tronc des arbres qu'on cueille les fruits, mais seulement des extrémités de leurs branches. Ainsi, la principale utilité de la philosophie dépend des utilités de ces parties qu'on ne peut apprendre que les dernières. Autrement dit, l'idée, c'est de... Alors, c'est écrit vraiment très petit, hein, mais sur mon ordinateur, c'était en gros. Je crois qu'on peut effectivement prendre l'image de l'arbre pour penser à la décroissance. C'est-à-dire distinguer donc ce que j'appelle les trajectoires, les expérimentations minoritaires, les alternatives concrètes, ce sont les branches. Et il y en a pléthore. On a un arbre qui est vraiment feuillu, hein, et persistant, je pense. Alors, maintenant, il n'y a pas de branche s'il n'y a pas de tronc, s'il n'y a pas de racine. Le mot racine, on l'utilise très souvent puisqu'on sait que c'est le mot radical. Donc, je dis, me semble-t-il, c'est pas inutile de distinguer 3 types, 3 familles, 3 groupes, 3, je ne sais pas, affinités de faire de la décroissance de façon radicale. La deuxième, je l'ai appelée la décroissance politique. En haut, je l'appelle la décroissance mainstream. Alors, pourquoi je l'appelle la décroissance mainstream? Parce qu'est sorti l'année dernière un livre qui s'appelle Handbook, Degrowth Handbook, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est coordonné par Anita Nelson et Vincent Liéger. Et la première phrase, c'est « La décroissance, aujourd'hui, est visible dans les médias mainstream ». Alors, je sais pas, moi je lis pas les médias mainstream, j'imagine, parce que je ne sais pas quels sont les médias mainstream dans lesquels la décroissance apparaît. Je ne sais pas. À quoi j'ai répondu à Vincent, la seule décroissance qui apparaît dans les médias mainstream, j'ai bien peur que ce soit la décroissance mainstream. C'est-à-dire, alors, je vais essayer de développer ça, de donner quelques images tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement, il y a une décroissance radicale, et je pense que cette décroissance radicale, essentiellement, elle produit un travail
intellectuelle, de concepts, de méthodes, ça intéresse très peu de monde. Moi, je connais des gens, dès que je commence à dire la distinction entre objection de croissance et décroissance, ils disent que c'est trop compliqué. Je veux bien supporter quelques attaques anti-intellectuelles, mais quand même, juste la distinction entre objection de croissance et décroissance, ça ne me semble pas inaccessible. Mais pour certains, c'est déjà trop. Je ne parle même pas de la question des méthodes. J'essaie d'expliquer la différence entre l'induction, la déduction et l'abduction. Alors là, c'est trop compliqué. Oui, c'est dommage parce que la méthode de la décroissance, ça devrait précisément être une méthode abductive, qui part des effets pour essayer de remonter aux causes. Ah non, mais ça, c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'on va travailler sans méthode. Je ne sais pas comment on fait, c'est mon côté cartésien. Mais je ne vois pas pourquoi la décroissance devrait se priver d'avoir une méthode. Je rappelle qu'en grec, méthodos, ça veut dire sur le chemin. Nous sommes continuellement en train de dire que la décroissance est un chemin. Mais on ne voudrait pas de méthode. On voudrait cheminer sans méthode. On veut cheminer sans chemin. Visualiser la politisation. Ça, je trouve l'idée dans ce très très bon livre de Virginie Maris, livre qui s'appelle donc La part sauvage du monde. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Livre très 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 intéressant, dans lequel très rapidement elle défend un concept qu'elle appelle un concept de nature altérité et non pas de nature totalité. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse dans la nature, c'est de voir le radicalement autre et non pas la nature comme englobant. Elle n'ignore pas que dès le 19e siècle, les gens qui réfléchissent à la nature, réfléchissent, que ce soit pour la défendre ou pour la maltraiter, la définissent toujours comme une totalité. Elle définit une nature altérité. Et elle définit l'idée qu'il faut une part sauvage. C'est une part à laquelle on ne va pas toucher. À laquelle on ne va pas toucher. Moi, il me semble... Alors pourquoi? Elle le défend pour une raison, elle-même utilise l'adjectif stratégique. Elle dit, voilà l'argument, les individus ont tendance à ne pas désirer beaucoup plus que ce qu'ils peuvent obtenir. Ce phénomène d'ajustement des préférences aux conditions réelles est dynamique. C'est le mot important. Du coup, lorsqu'on se trouve dans une situation qui se dégrade progressivement, on s'habitue à des choses qui auraient semblé inacceptables si elles étaient intervenues brusquement. Si nous avons besoin d'un concept de nature sauvage, c'est parce qu'il ne faut pas insensiblement perdre de vue, j'ose dire dans le vocabulaire normatif, ce que doit être la nature altérité. D'où l'idée que je propose de prendre, cette fois-ci, ce n'est pas tant une image qu'une analogie, donc je me permets d'avoir inventé un terme que j'appelle la permapolitique. C'est-à-dire de faire une analogie entre la politique, entre les zones et le zonage, le principe du zonage dans, la permaculture, de la zone la plus fréquentée à la moins fréquentée. Je propose de faire une analogie, comme toute analogie, comme toute image, elle est provisoire, hein, elle n'est pas parfaite, hein, mais effectivement d'essayer de réfléchir à ce que pourraient être les 5 zones d'une permapolitique. Qu'est-ce qu'on mettrait en zone 1 ? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Dernière, idée d'image, donc pour visualiser la critique. Donc là, je reprends une phrase de Bossuet. Alors, j'ai mis la vraie phrase, parce que il y a 2 mois, le prochain président de la République française, Jordan Bardella, non mais il a repris la phrase, alors en disant qu'elle était de Bossuet, sous la forme Dieu se rit des gens qui, je ne sais plus comment il a dit lui exactement. Parce que bon, vous connaissez cette phrase ou pas? Dieu se rit des gens qui dénoncent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà la phrase qu'a redite Bardella. On l'attribue à Bossuet. Bon, je vous ai mis la vraie phrase prononcée par Bossuet, tant qu'à faire. Mais Dieu se rit des... Alors, l'orthographe est Bossuet, hein. Donc il n'y a pas de faute d'orthographe. Je sais écrire le mot prière et je sais écrire lui aussi. Mais Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Et là, j'ai trouvé une phrase chez Gors dans un petit livre qui s'appelle L'éloge du suffisant, que j'ai lu tout à l'heure dans le train en venant. Comme le train avait 25 minutes de retard, j'ai même pu finir le livre. Hein, c'est quand même pratique. Hein? Ah oui. Ah oui.
Et là, dans l'éloge du suffisant, il dit à un moment, il adresse une critique, voilà sa phrase, à ceux qui soignent les effets tout en développant les causes. Quand il écrit ça, je ne suis pas sûr que l'idéologie du Caire ou la philosophie du Caire ou l'éthique du Caire soit à ce point. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens voient dans la décroissance effectivement une politique du Caire, une politique du soin. Mais le soin s'occupe des effets. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre soin pour s'attaquer aux effets négatifs, aux effets négatifs, si on continue à adorer les causes. Cet idée-là, on la retrouve aussi dans le livre de Nofrio Romano, qui s'appelle Critique du régime de croissance, parce que j'ai toujours le titre anglais dans ma tête, dans lequel il dit la croissance économique n'est pas la maladie, elle n'est qu'un symptôme. C'est pas la cause. Et c'est ce que je vais essayer d'évoquer. L'idée, c'est quand même d'en dire le moins possible pour que vous ayez envie de venir dans un mois. Hein. Je vois Antonella qui fronce ses sourcils, c'est pour ça. Alors, pour cela, je vais proposer une quatrième image. Alors, tout à fait classique, hein, celle de l'iceberg, même si là, j'ai été chercher un iceberg que vous ne trouvez pas sur Google France. Donc, je me suis embêté à aller chercher chez Google, je crois, les Roumains. Quand vous tapez en roumain, la requête, il vous met des images chez les Roumains. Donc, bon. Visualiser la critique. Donc, l'idée que quand on est décroissant et qu'on s'oppose à la croissance, à quoi est-ce qu'on s'oppose? Bien sûr à la croissance économique. Mais la question que je pose, c'est comment se fait-il que l'économie est à ce point-là étendue son emprise? Ça, je regarde parce que c'est demain ce que Serge Latouche, le grand apport de Serge Latouche à la décroissance, c'est que l'économie n'a pu exercer son emprise que parce que les imaginaires avaient été colonisés. Sauf que, à mon tour, je repose la question, mais comment se fait-il que nos imaginaires aient été colonisés? Et c'est là où me semble-t-il que cet élève qui s'appelle Onofrio Romano de Serge Latouche, je dirais critique Serge Latouche avec Serge Latouche, il montre que la croissance n'est pas qu'une partie émergée, l'économie n'est pas qu'une partie immergée, ce que Serge Latouche appelle le monde culturel, mais c'est aussi un régime politique. Et c'est ce régime politique qui peut expliquer l'emprise sur nos imaginaires, qui peut expliquer l'emprise de l'économie sur nos sociétés. Donc voilà les 4 images. Alors là, combien de temps il me reste? Je vais essayer d'être plus court. Je vais aller vite. Donc sur noyau et rayon. Donc vous trouverez sur notre site. Alors moi en fait j'ai fait une réflexion devant un papier blanc. Hein, c'est-à-dire quand pour la première fois je me suis dit nous adorons le commun, mais j'ai peur que le commun, je me suis dit, je te regarde parce que j'ai bien peur qu'il y ait un effet de pouvoir. Donc j'y suis allé avec des pincettes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux espérer trouver dans ce qui pourrait être un noyau commun? Qu'est-ce que j'attends de ce que pourrait être le noyau minimal? Le noyau minimal. Il me semble que ce noyau minimal, j'ai vu 4 éléments. Alors, je ne vais pas raconter comment j'ai trouvé, ça vient d'une discussion au départ que j'avais avec un copain qui s'appelle Baptiste. Je me suis aperçu, on s'est aperçu, nous on défend le revenu inconditionnel, Baptiste Pinondo et moi, nous nous sommes aperçus que quand nous défendons le revenu inconditionnel, il faut être capable de distinguer entre des arguments pour dire qu'il est juste et des arguments pour dire qu'il est désirable. C'est-à-dire que nous nous sommes aperçus que tout ce qui est juste n'est pas forcément désirable et tout ce qui est désirable n'est pas forcément juste. Et que donc il faut être capable de distinguer entre la désirabilité d'une proposition et sa justification. Il n'est pas très difficile de comprendre qu'il y a des désirs injustes. Et il y a de temps en temps des applications de la justice que nous préférions éviter. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait distinguer la question de la justification, que moi techniquement j'appelle la question du fondement,
Comment, je ne sais pas si vous avez déjà discuté réellement, au sens le plus fort, dans votre vie, mais quand vous discutez, vous avez face à vous quelqu'un qui défend une idée, et cette idée, elle est constituée d'une thèse et de ses arguments. D'une thèse et de ses arguments. De son opinion. Mais ce que j'appelle sa thèse, c'est son opinion. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous ne discutez pas de son opinion. Quand vous discutez de la valeur d'une idée, vous ne discutez pas de la valeur de son opinion. Quand vous discutez, hein, non, si vous voulez l'insulter, oui. Mais si vous voulez discuter, vous allez discuter de la valeur de ses arguments. Et qu'est-ce qui fait la valeur d'un argument? C'est qu'il peut être justifié. Sauf que, j'espère que vous me voyez venir, c'est ce que j'appelais, là je regarde la vachequerisation, je regarde ancien élève en classe. Le problème c'est que votre argument, il ne va pouvoir justifier votre opinion que si votre argument est valable. Et qu'est-ce qui fait qu'un argument est valable? Eh bien, c'est qu'il est justifié par un argument. Et on espère que cet argument est valable. Voilà la vachequerie. Hein. Et nous voilà avec le problème, c'est qu'il nous faut justifier la justification de justification de justification de justification de justification. Et soit vous tombez dans le cercle vicieux, soit vous tombez dans la pétition de principe, soit vous tombez dans la régression à l'infini. Logiquement, il n'y a que ces trois schémas qui peuvent exister. La régression à l'infini, c'est-à-dire qu'au fond, vous n'aurez jamais fini de discuter. Ce qui n'est pas faux dans la réalité. Dans la réalité du temps long, on peut toujours reprendre une discussion. Mais si on va aller jusqu'au bout d'une discussion, il faut s'apercevoir que si votre discussion va ce qu'on appelle au fond des choses, elle va au fond des choses, alors, si vous avez vraiment joué le jeu, vous allez arriver à vous entendre dire une phrase sur laquelle vous vous rendez compte que tout ce que vous avez défendu auparavant repose, mais qui pour vous est un principe. C'est-à-dire un point de départ. En mathématiques, on dirait un axiome. Chez Charles Taylor, on parle de préférence forte. Une préférence forte. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous allez dire, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que vous allez refuser de justifier. Et là, vous trouvez ce qui est le plus profond de ce que quelqu'un qui s'appelle Michel Terestchenko appelle l'ossature morale. Ce qui véritablement vous structure. C'est cela justifier. Justifier, c'est creuser suffisamment la discussion pour essayer d'atteindre. Eh bien moi, il me semble qu'on doit pouvoir espérer que la décroissance trouve en commun un point. Désirez définir. Là, je suis cartésien. Je pense qu'il faut des définitions claires. Il faut des définitions claires. Pourquoi? Comme je vois le temps qui passe, je chante un peu des arguments. Pourquoi? Parce que, je dirais dans la quatrième image, que la croissance n'est pas qu'une économie. La croissance n'est pas qu'un monde socioculturel. La croissance est un régime politique. Mais c'est un régime politique particulièrement rusé, je dirais idéologique au sens de Marx, car il présente une image inversée de la réalité. Car en réalité, ce régime politique se présente sous les apparences de la dépolitisation. En réalité, c'est un régime politique de dépolitisation. Ses moyens pour dépolitiser, c'est d'individualiser. C'est de faire peser la charge de la responsabilité sur l'individu. Et surtout de ne pas accepter un déterminisme social. Ce régime politique de dépolitisation, il fonctionne en particulier au brouillard. Mot très à la mode depuis l'invasion, l'agression russe contre l'Ukraine, la notion de brouillard. Aujourd'hui, moi, je regarde la télévision. Et, alors, j'arrive pas à CNews quand même, j'y arrive pas. Mais je regarde LCI, je regarde BFM TV, je regarde la chaîne parlementaire, Public Sénat,
et France Info. Chaîne, voilà, je regarde. Et qu'est-ce que je vois? J'y vois le brouillard de l'argumentation. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez, mais je vais pas prendre, je vais prendre une émission qui est plutôt de meilleure qualité. 28 minutes. Dans 28 minutes, quand Elisabeth Quint invite 3 intervenants, c'est très rare que les 3 soient d'accord. Il y en a toujours un qui dit le contraire des 2 autres. Est-ce qu'elle tranche? Ah non, on ne tranche pas. Hein. Chacun se fait son opinion. Et le temps de parole est équivalent. C'est-à-dire que, alors, même si l'opinion extrémiste, minoritaire, moi, démocratiquement, pour moi, elle ne devrait même pas avoir autant de temps de parole. Mais on lui donne autant de temps de parole que l'opinion majoritaire. Et se crée alors un brouillard. Quand l'individu est entouré de brouillard, où trouve-t-il un point de repère, si ce n'est lui? C'est ainsi que l'individualisme est un dispositif de dépolitisation. En faisant croire à l'individu qu'il est le seul pôle auquel il peut réellement, se référer. Je pourrais citer Tocqueville. J'avais préparé Tocqueville, je ne le fais pas. Mais le régime politique de dépolitisation passe par l'individualisation. D'où une définition claire pour sortir du brouillard, une justification pour voir si on trouve un fondement qui serait commun à tout le monde. Qu'est-ce qui va rendre, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme objectif désirable, partagé par tous les décroissants? Bon, je ne dis pas plus. Est-ce que nous pourrions, trouver... Moi, des conférences sur la décroissance, j'en fais depuis des années. En général, on dit qu'elles sont motivantes. Elles ne sont pas mobilisantes. Motiver, c'est pas mobiliser. Ah, c'est intéressant votre conférence. Ah, super. Et alors? Plouf. Comment mobiliser? Mobiliser, pas simplement mobiliser les gens qui sont déjà d'accord avec nous. C'est-à-dire mobiliser non pas simplement les gens qui trouvent que la décroissance est déjà désirable et qu'elle est déjà faisable. Non, mobiliser les gens qui trouvent que nos expérimentations minoritaires, elles ne sont pas désirables et qu'elles sont infaisables. Comment on fait pour rendre ça acceptable? Voilà la question politique que nous devrions partager, dont nous devrions partager une réponse commune. Il y a, donc des... Alors, je ne me rappelle plus si j'ai prévu des... Ah ben non. Ah oui. Alors, j'ai pas dit quelles étaient les... Bon, la définition claire. La décroissance, je donne les 4 éléments que je n'ai pas fait, mais que je développerai dans un mois. Définition claire. La décroissance, c'est l'opposition politique à la croissance. Voilà. À la croissance. Justification. Est-ce qu'il y a un argument sur lequel tous les décroissants font fond, comme on dit, parce que c'est au fondement, et qui nous oppose radicalement aux autres? Oui. Notre critique de l'illimitisme. Notre goût pour les limites. Notre goût pour l'autolimitation. Notre choix des limites. Nous aimons les limites. Nous ne sommes pas des partisans de buzz vers l'infini et au-delà. Nous aimons les limites. Il y a de ce point de vue-là un formidable livre qui a été écrit par Yorgos Kallis qui s'appelle L'éloge des limites, qui montre que ce n'est que dans les limites qu'il peut y avoir de l'abondance. Avec un argument extrêmement simple. Ce n'est pas la nature qui est limitée, ce sont nos désirs qui sont illimités. Dans un monde où nous n'utiliserions absolument pas les énergies fossiles, il n'y aurait pas de frontières sur le pic de pétrole. C'est nos désirs qui sont infinis. C'est pas un hasard si Yorgos Kallis est un grec, car il retrouve là une vieille sagesse d'Épictète, à savoir qu'il vaut mieux changer, alors ça je dis la version Descartes, l'ordre de ses désirs que l'ordre du monde, ou si vous vous rappelez vos vieux souvenirs de terminale, la première phrase du manuel d'Épictète, ça va faire la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et pour beaucoup malheureusement, la nature ne sert que de prétexte
Elle a bon dos, dit Onofrio, pour rejeter sur elle la capacité de limiter nos désirs. Comme nous ne savons pas limiter nos désirs, les ressources sont limitées. En tant que décroissant, notre goût, notre goût pour les limites et notre dégoût pour les limitismes, et ça, je n'ai pas de problème, je vais trouver Yorgos Calli, je vais trouver, comment il s'appelle, le copain canadien, je regarde Thierry, comment il s'appelle? Personne ne sait. Yves-Marie Abraham, effectivement, qui a écrit un livre contre l'illimitisme. Effectivement, je vais même aller plus loin. Il y a quelques années, j'avais même vu une conférence que décroître, c'est apprendre à mourir. Car fondamentalement, la peur des limites, la déception que le monde ne soit pas illimité, pensez à, comment dire, aujourd'hui à tous ces fous furieux qui veulent aller conquérir. Regardez comme la semaine dernière, on s'est fasciné parce qu'on est allé voir derrière la Lune. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller voir derrière la Lune? Pour faire quoi? On va aller exploiter la Lune? On fait des belles photos. Mais bon, moi je t'envoie un drone, hein. Non mais, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui participe de ce qu'aujourd'hui, dans les rêves les plus fous d'un Elon Musk, aller coloniser Mars, aller exploiter Mars. Quand il y a 3-4 ans, on avait envoyé je ne sais plus quel engin qui est passé près de je ne sais plus quel engin tout au bout du monde, là-bas, vers Pluton. On dit, c'est quand même formidable parce que dedans, il y a plein de nickel. On va aller chercher du nickel sur les bouts de... C'est une folie. Donc, je pense qu'effectivement, oui, on doit pouvoir dire que quelqu'un qui me dit « moi je suis pour l'illimité », j'ai un regret que les choses ne soient pas. Je pense que cette personne-là, on peut dire, bon, on peut rester bons amis, on peut faire une partie de pétanque, mais ne te prétends pas décroissant. Objectif, désirable. Y a-t-il un objectif qui devrait être désirable par tous les décroissants? Y a-t-il un objectif qui serait désirable par tous les deux? Moi, je dis que oui. Je propose que ça soit, alors je vais le dire, donc que ça soit la vie sociale. Le mot vie, attention, je l'écris V-Y-E. V-Y-E. Pourquoi? Ça vient des Américains. On trouve chez des penseurs américains le concept de life. Alors ça marche bien en anglais, parce qu'il écrit avec un Y. Et par là, ils entendent un concept suffisamment large de vie pour y intégrer aussi bien la vie sociale que la vie naturelle. Aussi bien. Et vous avez en France ce livre qui a été publié il y a 2 ans par Bernard Lahire, qui précisément dit la véritable spécificité de l'humanité, ce n'est pas la vie sociale. La vie sociale, c'est le propre du vivant. Dès qu'il y a vivant, il y a interdépendance sociale. Dès qu'il y a vivant. Le propre de l'humanité, c'est ce qu'il appelle la vie culturelle. Et c'est le livre de Bernard Lahire qui s'appelle... personne va m'aider. Je ne sais plus. J'arrive plus à me rappeler des titres des livres que je dis. Mais je pense que cette notion de vie sociale, je vais même plus loin. Il y a quelques années à la MCD, on avait travaillé avec des groupes de gauche de la gauche pour voir comment on pourrait être ensemble. Mais on a fait 3-4 rencontres. Mais en réalité, à chacune des rencontres, chacun de ces groupes courait dans son couloir. Les uns, c'était les questions de genre. Les autres, c'était les questions racisation. Les autres, c'était les questions d'inégalité de classe. Les autres, c'était les questions de validisme et d'antivalidisme. Ok. Mais à quel moment on est ensemble? Et nous avions proposé à ce moment-là, et ça avait fait complètement plouf, mais je pense qu'il faut qu'on reprenne l'idée. Pourquoi nous ne reprendrions pas cette bonne vieille notion de front principal? Et de front principal, de front central. Chez Gorce, on dit front central, dans d'autres, on dit front principal. De front, ce qu'on appelle front principal des luttes. Pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas cette idée-là? Et en se disant, en bon décroissant,
notre objectif, c'est quoi? En bon décroissant, notre objectif, c'est de faire en sorte que les conditions d'une vie humaine se maintiennent. J'avance, que les conditions d'une vie sociale se maintiennent, que les conditions de la vie VYE se maintiennent. En réalité, l'objectif, c'est que les conditions de possibilité d'une vie humaine, d'une vie sociale, d'une vie naturelle se maintiennent. C'est la fameuse phrase de Gunther Anders pour dire « Quant à moi, je suis un conservateur. Je ne veux plus transformer le monde. » C'est par rapport à la phrase de Marx qui disait « Il faut arrêter de réfléchir, il faut transformer le monde. » Et Gunther Anders dit « Il ne faut plus transformer le monde. Aujourd'hui, il faut le conserver, il faut le protéger, il faut l'entretenir. » Être conservateur sans être réactionnaire, référence à un livre de Jean-Paul Bessé. Et cette idée-là, faire de la vie sociale, c'est du vivre ensemble. Mais vivre ensemble, humain, non humain. Vivant, mort, génération passée, génération future. La vie dans la plus grande extension possible. Faire effectivement de la défense, de l'entretien, de la conservation, de la protection de la vie VY sociale, l'objectif commun qui peut permettre à ce moment-là de... je crois que c'est plus fort encore que l'intersectionnalité, ce que je suis en train de dire. Pour, comment dire, la mobilisation, et là je m'aperçois vraiment que je suis très lent, l'idée, c'est effectivement de politiser la décroissance. C'est-à-dire que oser dire effectivement que la décroissance n'est pas, et c'est ce que je vais prendre 3 minutes. Bon, les rayons, parce que je vous parle de noyaux tout à l'heure, là j'ai 15 rayons, là, 18 rayons, j'en trouve autant que je veux, hein. Avec, sur la monnaie, je vais trouver des gens qui défendent les monnaies complémentaires, d'autres qui défendent les monnaies publiques, l'autre qui défend la monnaie centrale. Qu'est-ce qu'on va dire? On va se fâcher là-dessus? Sur l'entreprise, sur la propriété, sur la démographie. Question difficile, la démographie. Est-ce que la question démographique doit appartenir au noyau commun de la décroissance? Bien sûr que non. Bien sûr que non. N'en faisons, disons pas, c'est à cette position de décroissance. Non. J'admets que sur la question démographique, il y a des décroissants qui aient des positions diamétralement opposées. Entre l'association qui s'appelle Démographie Responsable ou Michel Sourouille, aujourd'hui quand même assez actif, il y a des positions radicalement différentes, totalement opposées. Et alors, ça ne fait pas partie du noyau. Donc là j'en ai trouvé toute une série sur l'entreprise. Si je conçois l'entreprise comme une coopérative, c'est pas du tout la même chose que si je conçois, comment dire, la coopérative, l'entreprise ne cherchant que le profit. Bon, des rayons, on en a autant qu'on veut. J'avance à toute vitesse. Pour la coordination, le soin dirigé vers la vie sociale. Bon, ça, c'était des projets que nous, on a pour essayer de, comment dire, repérer ce front principal ou ce front central des luttes, ce qu'on appelle une cartographie systémique et une fraise de la décroissance. On est lancé dans ce projet-là. Ça, je vous l'ai évoqué tout à l'heure pour visualiser la politisation. C'est l'analogie donc entre les 5 zones de la permaculture. Vous les connaissez normalement. Donc la maison, le jardin, le verger, la basse-cour, les pâturages, les céréales, les friches, les landes et les bois, et tout au fond, l'espace sauvage. Et vous le savez aussi, la permaculture, c'est une philosophie, c'est une éthique qui repose sur 4 principes. Prendre soin des humains, prendre soin de la terre, créer l'abondance, redistribuer les surplus. 5 zones. Hein. Bon, vous avez, si vous ne connaissez pas, c'est très facile à trouver des renseignements partout hein, sur Internet. Et donc, je propose 5 zones de la décroissance avec de la plus petite politisation. Je ne dis pas que ce n'est pas politique. Je dis que c'est le plus bas degré de politisation. Au plus grand degré de politisation, mais fondamentalement, l'analogie, elle fonctionne sur la fréquentation. De la même façon que la zone 1 est la plus fréquentée, et de la zone 1 à la zone 5 en permaculture, on va de la zone la plus fréquentée à la zone la moins fréquentée, j'admets parfaitement qu'il y ait des degrés de politisation et que la zone 5 ne soit pas la plus fréquentée. Je l'admets parfaitement. Mais de la même façon, Virginie Maris nous dit
qu'il ne peut y avoir de sens à faire les 4 premières zones que si on a conservé la part sauvage, je pense que là aussi, s'il n'y a pas la zone 5 d'une décroissance radicale, alors j'ai du mal à penser qu'il y ait beaucoup de sens politique dans les 4. Donc, zone 1, la simplicité volontaire, les petits gestes. Je ne dis pas que ce n'est pas politique. Je dis même que les petits gestes et la simplicité volontaire sont nécessaires. Je dis juste que ce n'est pas suffisant. Pas plus. Je ne dis pas que c'est ridicule. Moi-même, je pratique cela. J'ai aucun problème. Pour mon ossature, vas-y. Vous dites la simplicité volontaire, petit geste. Ça, c'est le discours étatique typique. Faites des petits gestes et tout. Oui, tout à fait. Ah ben, c'est. Pour moi, c'est zéro. Oui. mais tu comprends bien qu'effectivement, on a là le degré le plus bas de politisation, puisqu'il est reprenable. Les autres degrés ne sont pas repris. Hein. Un degré fort de politisation, quand même. Alors. Un négatif, Ah oui, oui, tu as raison. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel de dépolitisation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas. Bah, toi, je suis en train de lire Geneviève Pruvot, c'est le livre du retour, Quotidien politique. Toute sa thèse est quand même de dire qu'il y a quelque chose dans l'économie de la subsistance et dans la pratique, dans le faire, qu'il y a du quotidien politique. Donc, j'entends. Oui, mais le quotidien, il est collectif. Tout, je le dirai demain, ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on sait à quel point il peut être réduit au petit geste. Allez sur le site de l'ADEME. Hein. Oui, non, mais voilà. Mais il est effectivement gouvernementaux, étataux compatible. Non, mais tu vois. Oui, oui, non, mais oui, tout à fait. Il n'empêche que moi, ce que je veux dire là, c'est que je veux pas être dans l'intolérance. Je veux pas être dans. Je dis pas que je vais être dans l'œcuménisme, mais je dis quand même que nous ne sommes pas assez nombreux pour nous diviser déjà. Voilà. Je vais défendre la zone 5. Je ne travaille qu'en zone 5. Mais de la même façon qu'il est bon d'avoir des herbes aromatiques. Moi, à la maison, les herbes aromatiques, elles sont à 5 mètres de la porte. Elles sont là. Elles sont très proches. Alors, zone 2, alternative concrète, expérimentation minoritaire. On voit ce que c'est, hein. L'habitat, enfin, Habicop, on a ce qu'on veut. Zone 3, c'est ce que j'appelais éventuellement tout à l'heure la décroissance mainstream. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup rencontré dans les monnaies locales, où quand je disais non, il ne faut pas qu'il y ait, le portable, non, il faut qu'il y ait la fonte, oui, il faut que ça reste que du papier, etc., etc., on me disait ah oui, mais on ne va pas être assez nombreux. Et c'est là où je me suis aperçu qu'un grand nombre de nos projets, soi-disant alternatifs, veulent tellement faire nombre qu'ils ne font plus sens. Et on perd complètement. Dans la zone 1, je vais chercher mon panier à la map. Dans la zone 2, je deviens le comptable de la map. Dans la zone 3, je milite à Miramap. Pour donner un exemple de ce qu'est zone 1, zone 2, zone 3. Simple, hein. Zone 4. Dans la zone 4, encore une fois, les contestations, on le sait tous, il y en a de 2 types. Les contestations pour, les contestations contre. Les contestations pour, j'espère que vous avez tous le type même de la contestation pour moi, c'est la pétition. J'espère que vous avez tous voté contre la loi Yadan et que vous faites partie des 700 000 qui ont maintenant. Ben non, parce que moi, je n'ai pas numérique. Je n'ai pas de petite tablette. Eh bien, moi, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Parce que quand même, il est bon. Mais sont des contestations contre. Les contestations pour, c'est tout ce qui est alternative concrète. Il n'y a pas beaucoup de rapport de force là-dedans. Dans une AMAP, vous ne faites pas de rapport de force. C'est tout le livre de quelqu'un qui s'appelle Clément Sénéchal, Pourquoi l'écologie a toujours perdu, quelque chose comme ça. Hein, qui montre effectivement au nom de la communauté. Et alors, qu'est-ce que je vais mettre en zone 5? Donc, décroissance 1, la robustesse du commun, alors c'est vraiment les mots à la mode, hein, robustesse. Je mets dans la zone 5 tout ce qui constitue par rapport à l'arbre les racines. C'est-à-dire tout le travail de concept et tout le travail de méthode.
travail qui est très peu fréquenté, zone qui est très peu fréquentée. Moi, je lis exclusivement de la littérature décroissante. Je trouve beaucoup de choses dans les 4 zones précédentes. Je ne trouve quasiment aucune réflexion de méthode, aucune réflexion d'épistémologique. C'est là où Serge Latouche, ce que moi j'appelle le Latouche 1, le premier Latouche, dans les années 80, publie des livres d'épistémologie et a une réflexion épistémologique sur ce que ça veut dire critiquer l'économie, et pas simplement critiquer l'économie, sur ce que ça veut dire, ce que ça signifie comme méthode. Mais même lui, après, Latouche 2, il va l'oublier. Donc moi, ce que je dis, c'est que nous avons besoin de ce travail intellectuel, très peu fréquenté, dans lequel, au fond, on est très loin de toute tentative de passer à l'action. Je dis franchement que je lis toujours avec plaisir sur un site internet Palimsao, pour ceux qui connaissent. Palimsao, c'est la théorie de la valeur dissociation, théorie critique de la valeur dissociation, en SEMJAP. Voilà. Dans lequel, comment elle s'appelle, Sandrine Mercier, l'autre jour dans un texte dit « Quant à nous, ce que nous écrivons n'a aucun effet pratique. Nous détestons l'injonction au pratico-pratique. Nous faisons du théorico-théorique. » Ah, quand même, de temps en temps, des gens qui assument effectivement d'être pas du tout dans l'injonction à agir, l'injonction à traduire nos idées les plus belles en action. Je termine là-dessus. C'est précisément ce que Onofrio Romano, dans son livre Critique du régime de croissance, montre que ce régime de croissance, qui est un régime politique, fonctionne sur l'individualisme, fonctionne sur le mythe de la neutralisation, de la neutralité, qui est toujours un discours de neutralisation, mais fonctionne en particulier sur un discours, c'est un peu compliqué, dans lequel il dit « Nous subissons continuellement l'injonction du théokaïn, c'est-à-dire en grec, c'est-à-dire l'injonction du faire. Théokaïn, c'est le mot qui va donner la techné. C'est-à-dire, et cette injonction se fait au détriment du légaïn, c'est-à-dire du discuter, réfléchir, penser, échanger. Dans le brouillard aujourd'hui idéologique, alors le tri se fait à partir de ce qui marche, de ce qui est utile. Mais ce qui marche, ce qui est utile, ce sont des critères de la technique, ce sont des critères en termes de Latouche de rationalité, rationnelle, de rationalité instrumentale. Ce n'est pas de l'ordre de la rationalité raisonnable, la prudence, des choses comme cela. Et effectivement, dans la zone 5, on va trouver tout ce qui, dans la décroissance, ne subit pas l'injonction à agir et à passer à la pratique. Encore une fois, s'il n'y avait que la zone 5, en permaculture, on ne mange pas. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que... Voilà. Mais de la même façon que Virginie Baris dit il faut que nous conservions une part sauvage, je dis qu'il faut que nous conservions, de la même façon qu'il y a une écologie radicale, il faut que nous conservions une place pour une décroissance radicale. Non, j'ai survolé. Hein. C'est vrai, j'ai massacré. Hein. J'espère que vous assumez ce que vous dites. Hein. Décroissance radicale, ça ne se fait pas dans la dentelle. Faut être clair. Moi, dans la manière dont je l'interprète. On va être confronté avec le pouvoir qui s'appelle l'État. Là, oui, pas de cadeau. Bon, il y a quand même des expériences, hein, dans le monde. Oui. 8 millions d'habitants au Java, c'est pas rien. Oui, bon, il y a aussi Chiapas. Oui, mais je veux dire, le Rojava, c'est vraiment un modèle. Parle fort, parle à tout le monde. On passe au moment. Vas-y, commence, Antonella. Un micro pour Antonella. Non. Ah, Je disais juste qu'il y a quand même des expérimentations qui ne sont pas marginales. Je veux dire, l'expérience du Rojava a concerné pendant 13 ans 8 millions d'habitants. Mais par contre, sur le plan politique, c'est la proposition, justement, c'est sans l'État. Ah, bien d'accord. C'est sans l'État, parce que c'est justement non, je ne veux pas ça. Donc, on n'a pas de micro, en fait. Non, mais donc, c'est le municipalisme libertaire qui a une expérimentation, justement,
au-delà de l'État-nation. Et c'était cette rencontre magique qui s'est passée à un moment donné dans ce territoire. Il y a des expérimentations. Je pense que... C'est pour que tout le monde entende. Je réponds sur les expérimentations. Oui, on a des expérimentations internationales. Donc, on a le Rojava, on a l'exemple du Chiapas, d'accord. On a des exemples en Namibie. Et en France, on a aussi des exemples régulièrement. Hein, oui, j'entends. Mais on a aussi des expériences, alors, c'est-à-dire partisanes, hein, en quelque sorte, puisqu'elles sont aux élections. Mais en France, bon, là, par exemple, c'était où? Comment ça s'appelait? Le nom m'échappe. C'était dans la Drôme, où ils ont fait qu'une mandature. Merde. À Saillant, mais ils ont fait qu'une mandature. Mais la même expérience vient de réussir à Dieulefit, là où ils viennent de gagner les élections. Bon, voilà. Après, moi. Moi, je ne parlais pas de l'expérimentation, je répondais par rapport à l'État. Oui. Il y a des expérimentations sans État. Oui. Moi, je dis un mot sur les expérimentations. Il y a une réflexion sur le municipalisme. Oui, mais en face des expérimentations, ils en font beaucoup plus que nous, à une échelle qui n'a rien à voir avec nous. C'est le livre de... Qui m'aide? C'est chiant. C'est le livre de... Non, mais c'est le livre... Comment il s'appelle, le type qui écrit les globalistes? Là, les champions d'Internet, là. Les globalistes. Qui a écrit les globalistes? Et son dernier livre? Oui, Queen Slobodian. Et donc son dernier livre? Non, parce que ce livre-là montre comment ce que nous appelons nos expérimentations minoritaires et qui trouve son fondement idéologique dans ce qu'on a appelé au XIXe siècle, enfin ce que Marx appelait le socialisme utopique. Ils ont repris le concept. Ils ont repris la pratique. Des régions spéciales, il y en a des milliers dans le monde. Il y en a des milliers. Singapour. C'est-à-dire que les zones économiques spéciales. En français, tu m'as dit que c'était globaliste, non, mais ça, c'est l'avant-dernier. En anglais, en français. Le capitalisme de l'apocalypse. Oui. Le rêve d'un monde sans démocratie. Redis le titre. Le capitalisme de l'apocalypse. Il faut lire ça. Le capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'une économie d'un monde sans démocratie. Il faut lire ça. Parce que vous allez voir que ce que nous faisons au niveau microscopique, eux, ils le font partout dans le monde, avec des milliers d'expériences. Il y a des milliers de zones spéciales. J'ai regardé 3 minutes. Je voulais regarder autre chose, mais sur une émission qui s'appelle En Société, dimanche dernier, vous aviez à un moment un reportage sur la ville entreprise de Prospera. Ville entreprise de Prospera. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ils en ont des dizaines de villes comme ça. C'est-à-dire que vous y rentrez, ils ont un droit à eux, ils ont une juridiction à eux, ils ont une économie à eux, ils ont un monde à eux. Et c'est pas simplement les projets que Peter Thiel a, là aussi, vous savez, ces îles, ces cités flottantes qui seraient complètement séparées. Mais ils en ont sur Terre. Ils en ont plein, ils en ont des milliers. Nous, on cite le Rojava et on cite le Chiapas. Ils en ont des milliers. Hein? Ah oui, j'étais pas là. Oui, mais on n'est pas à la même échelle qu'eux. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la zone 5. Ça, c'est l'idée que si je m'aperçois effectivement
que la croissance n'est pas qu'une économie, qu'un monde et un régime, je m'aperçois alors que la décroissance elle-même, elle n'est pas qu'une décrue, elle n'est pas qu'une décolonisation, elle est aussi le renversement d'un régime politique. Et si on n'atteint pas, si la décroissance elle-même ne se pense pas comme renversement d'un régime politique, alors on peut décoloniser les imaginaires, on peut changer les imaginaires. Mais si les systèmes de pouvoir, d'institutions, les modalités d'arbitrage restent aux mains des mêmes dominants, alors tout cela ne sera que peanut. Oui. Moi, je veux bien, mais concrètement, aujourd'hui, on est dans un contexte quand même où ce n'est pas, disons, des forces progressistes qui avancent au niveau de la planète. Donc, comment tu penses Alors, si ce n'est de rester dans une sorte de rêve, alors, partagé dans un vous voyez, vous avez le même problème parce que je suis venu, excusez-moi, je suis venu parce qu'il y avait une titre qui disait que, grosso modo, les poissons, chacun va de son côté. Et en fait, on tape tous au même problème, c'est que c'est de l'entre-soi. j'ai pas entendu. C'est de l'entre-soi, il vous échappe pas la règle finale. La personne échappe, comment on échappe. La question qui n'est pas qu'on échappe, c'est notre responsabilité, qu'on échappe ou n'échappe pas. Quoi. Comment vous... Ben, je n'ai pas terminé. Vas-y. Et donc, je disais, moi, la difficulté que j'ai par rapport à ton raisonnement qui est très intéressant, mais c'est de situer véritablement la dimension politique du projet de décroissance tel que vous l'envisagez en fait. Puisque je suis convaincue, effectivement, et je disais qu'il y a, c'est sûr que ce n'est pas 4 personnes qui vont faire des AMAP qui vont changer le monde et ou produire la décroissance. Mais c'est vrai aussi que, tu l'avais dit, ce n'est pas, tu as dit comment, ce n'est pas le grand soir, ce n'est pas non plus le petit matin. Et donc c'est quoi, finalement, sur le projet politique? Parce que c'est là, si ce n'est pas le grand soir et le petit matin, cette dimension politique que tu imagines de manière macro-sociale, macro-politique. Écosophique. Ouais, alors, je pourrais m'en sortir en te disant que précisément comme je suis en zone 5, je me dégage de toute critique sur comment faire. Je peux déjà m'en sortir comme ça. Hein. Ah non, un peu facile, mais en même temps, l'argument de la facilité, l'argument selon lequel se replier dans les complications conceptuelles et méthodologiques, ça serait facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas facile du tout de travailler sur les concepts et sur les méthodes. Je vais le dire de façon très intellectuelle. Je ne fais pas de... Quant à moi, en tout cas, je parle même... Là, je regarde mes amis de la MCD. Quant à moi, je ne me situe, je vais le dire d'un terme philosophique, que d'un point de vue transcendantal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ne m'intéresse pas l'application empirique de ce que je suis en train de dire. Il ne m'intéresse de réfléchir qu'à une seule chose, les conditions de possibilité pour que d'autres s'en emparent. Je suis trop vieux, j'ai plus la force, j'ai envie, dans les 10 ou 15 ans qui me restent, à ne faire plus que lire des romans, je ne veux plus m'impliquer. Donc, je ne m'occupe pas de ça. Maintenant, je pense que nous ne réfléchissons pas assez aux conditions de possibilité de ce qui pourrait faire qu'une transition est acceptable. C'est-à-dire est acceptable pour des gens qui ne pensent pas comme nous. Moi, je vois bien, par exemple, que, si vous avez remarqué, je défends la décroissance, mais avec le plus grand recul possible.
le plus grand recul possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la décroissance se démonétiserait, pour dire quelque chose d'idiot, à jouer aux prophètes ou à jouer aux apprentis sorciers. Nous devons tirer les leçons des critiques du système dominant. Les critiques précédentes du système dominant ont joué aux apprentis sorciers ou ont joué aux prophètes. On jouait aux apprentis sorciers en se faisant les prophètes. Pour le dire explicitement, c'est parce qu'il y avait des lois déterminantes du matérialisme historique que l'on pouvait justifier aujourd'hui la violence parce que demain, ça amènera un monde meilleur. Et c'est ainsi que le royaume de la liberté devait naître du royaume de la nécessité. Marx dans le texte. Nous devons tirer les leçons politiques, mais humaines, de ce qu'ont été ces critiques-là. Nous devons pas simplement critiquer le système, nous devons oser critiquer les critiques du système. J'avance d'un cran. Jusqu'à aujourd'hui, quasiment, les critiques classiques du système ont été des critiques que techniquement on appelle des critiques fonctionnalistes, qui nous mettent en avant les contradictions du capitalisme et qui nous expliquent que le capitalisme ne pourra pas ne pas échouer. Lénine, ils finiront par nous vendre la corde pour les pendre. C'est-à-dire que la critique du système dominant a toujours été une critique qui prophétise l'échec du système que l'on dénonce. Alors, chez Gramsci, on va mettre après. Attends, oui, moi je te parle, oui, ok. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu milites, tu rencontres pas des Gramsciens. Ou je vais te dire autrement, les seuls Gramsciens que tu les rencontres au Rassemblement National. Il n'y a que là que tu vas rencontrer des Gramsciens. Mais, dans la vie dans le monde vécu, on ne rencontre pas des Gramsciens. Dans le monde vécu, on rencontre des post-marxistes nostalgiques paléo. Si, c'est vrai. Je te promets que... Oui, mais dans la vie de tous les jours, quand moi j'habite à Romans et qu'on fait Romans en transition et que nous allons fédérer l'existant, ou quand je vais à une conférence qui va me défendre l'ESS pour changer le monde, je ne retrouve pas des Gramsciens. Je retrouve des gens qui ont un imaginaire colonisé. Et ce que je dis, c'est que ce que nous devons faire, je vais le dire encore autrement, moi, quand je critique le capitalisme, c'est pas parce qu'il échoue. C'est parce qu'il réussit. Parce que le capitalisme, il réussit. Le capitalisme, c'est une réussite. Et cette réussite, c'est cela que moi je rejette. C'est pas l'échec du capitalisme. Nous devons, ce que j'appelle, abandonner le style marxiste qui s'appuie sur la critique fonctionnaliste. Je préfère, je ne le cache pas, dans la lignée de quelqu'un comme Aramout Rosa, une critique normative. À savoir, moi, quand je suis rentré en décroissance, je ne suis pas rentré en décroissance parce qu'une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Je ne suis pas rentré en décroissance pour cela. J'ai suffisamment fait de mathématiques pour savoir qu'une asymptote, elle peut être croissante à l'infini, et pourtant ne pas dépasser son asymptote. Donc il peut y avoir une limite et une croissance infinie. Donc c'est des conneries, ça. Moi, je rentre en décroissance, c'est le sous-titre du livre de Latouche, parce que une croissance, qu'elle soit finie ou infinie, que nous soyons dans un monde fini ou infini, est absurde. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens humain. Elle n'a pas de sens humain. Elle déshumanise, elle inhumanise. Et fondamentalement, bien sûr, nous devons prendre conscience des effets, mais nous devons essayer d'aller chercher les causes. Et si nous lisons bien certains auteurs décroissants, nous allons découvrir que les causes dont nous plaignons des effets, ces causes-là, nous les pratiquons dans nos propres mouvements décroissants. Nous les pratiquons. C'est tout le sens du livre d'Onofrio Romano. À ce moment-là, comment voulons-nous espérer sortir d'un système si nous-mêmes nous pratiquons
dans nos modes de contestation, les causes que nous prétendons contester. Un exemple? Donc, individualisme, horizontalisme, neutralisme, relativisme, nominalisme, actionnisme, naturalisme. Choisissant un. Je ne peux pas tous les faire. Non, les mots ont un sens, ils ont un usage courant. Et quand on a un usage particulier, on cite l'auteur et on fait le savant. Voilà. Mais sinon, les mots ont un usage courant. Voilà. À part transcendantal, je ne crois pas que j'emploie de mots compliqués. L'horizontalisme. Prenons l'horizontalisme. L'horizontalisme. Alors, l'horizontalisme, donc, vous n'avez pas de problème à aller sur des plaquettes ou des sites de présentation d'alternatives. Vous y verrez qu'ils mettent en avant leur fonctionnement horizontaliste. Ils mettent en avant le fonctionnement horizontaliste. Leur argument consiste à dire, nous sommes horizontalistes parce que nous ne sommes pas verticalistes. Bravo, on avance. Verticalisme chez eux, par une sorte de miracle, est n'est que l'une des deux façons de verticaliser. Moi, je dis franchement, je défends le verticalisme. Mais il y a deux types de verticalisme, vous le savez tous. Il y a le top-down et le bottom-up. Je suis absolument étonné de voir, moi je ne défends absolument pas le verticalisme top-down, mais je défends absolument le verticalisme remontant, des savoirs remontants. Je suis absolument persuadé que dans nos petits gestes, dans nos alternatives concrètes, voire même dans nos regroupements mainstream, il y a un potentiel. Si on accepte de conceptualiser, si on accepte de réfléchir, si on ne subit pas l'injonction à tout prix d'être efficace, utile. Où est-ce que j'ai vu ça pour la première fois? Pour la première fois, cette critique de l'horizontalisme. L'horizontalisme, c'est de dire, en réalité, nous voulons un fonctionnement dans lequel il n'y a pas une tête qui dépasse. La première fois que j'ai lu une critique de l'horizontalisme, c'est Jo Freeman, féministe américaine, fondatrice de l'équivalent du MLF aux États-Unis, qui, dans les 70, écrit un petit article qui est publié partout aujourd'hui, vous le trouvez sur Liberty Free, Libertaire Free, sur Internet, qui s'appelle « La tyrannie de alors, c'est la nouvelle traduction. La tyrannie de l'horizontalité. Tu connais le texte? Dans lequel, alors, au départ, le premier texte s'appelle la tyrannie des structures de l'absence de forme, hein, c'est ça, hein, ou quelque chose. La tyrannie de l'absence de structure. Je ne me rappelle plus. Dans lequel elle montre qu'en réalité, ces soi-disant organisations horizontales, listes, dans lesquelles tout serait soi-disant au même niveau, en réalité, n'est qu'un phénomène de pouvoir larvé, beaucoup plus difficile. Et cela, elle le voit où? Dans les mouvements féministes dès les années 70. Il faut lire ce texte. Moi, ça m'a vacciné de l'horizontalisme. Là, je regarde Thierry. Je sais, Thierry sait ce que je vais dire maintenant. En 2009, ouf, on était jeunes, nous étions à Notre-Dame-des-Landes. C'était la reprise de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et il y avait énormément de chapiteaux. Et il y a eu une discussion à un moment, précisément, sur horizontalisme et verticalisme. Et j'avais défendu, moi, ce que j'appelle un Kama Sutra positionnel, dans lequel je dis, en réalité, il peut y avoir un moment vertical descendant. Il peut y avoir un moment horizontal. Il peut y avoir un moment vertical bottom-up. Ne croyons pas que la solution va se trouver dans un seul. Il n'empêche que quand il y a comme ça, il y a, à partir du moment où il y a deux positions, deux options, ayons le courage de dire laquelle on préfère. Le horizontalisme consiste à dire, il ne faut pas préférer. Hein. Toutes les options se valent. C'est le monde, comme dirait Jean Baudrillard, de l'équivalence généralisée. Non, non. Toutes ces positions ne se valent pas. Je suis prêt à accorder un moment à chacune d'elles.
un moment à chacune d'elles. Ça ne m'ennuie pas, mais je donne priorité au verticalisme ascendant. C'est-à-dire, pour le dire autrement, la possibilité au quotidien d'être des acteurs intelligents de notre auto-transformation. Je crois que Castoriadis appelle ça la révolution. Nous avons la possibilité. Et moi, j'ai suffisamment pratiqué dans ma vie d'alternatives concrètes pour m'apercevoir que quand on respecte les gens, quand on apporte des connaissances, alors il y a un retour qui est extraordinaire et effectivement, à ce moment-là, je ne vais pas dire un mouvement d'élévation, chez des auteurs comme, Axel Honneth, on parle de transcendance intramondaine. Vous savez, ça paraît très compliqué, mais ça veut dire quoi? La personne qui subit l'aliénation de l'accélération, c'est un exemple pris par Hartmut Rosa, il n'a pas besoin d'être un intellectuel pour ressentir que la lenteur, sinon la résonance, viendrait guérir les plaies de l'aliénation. Mais si on en discute ensemble, on peut conceptualiser. Et quand on arrive à mettre des mots, des noms communs sur les choses, alors on peut les faire ensemble. Moi, je dis que la décroissance est un tel nom commun.